Donc, on va poursuivre tout de suite avec une intervention d'Aurélien Mokoko-Gampio, qui est donc titulaire d'un doctorat en sociologie à l'Université de Rennes et qui est aujourd'hui Research Associate. Donc, je ne sais pas comment on dirait ça en français. Ingénieur de recherche ou chercheuse associée. Sociologue, chercheur au département de sociologie de l'Université de York, mais aussi associé à l'Université de Leeds. Et qui travaille à la fois sur les juifs noirs en France et sur le kibanguisme, et de manière plus générale sur l'intersection entre religion et race dans la diaspora noire en France. Et il va donc nous proposer quelque chose sur le kibanguisme, sur les églises kibanguistes et sur la question plus précise des origines des peuples. Vous écoutez. Merci. Merci à Vincent et Olivier pour l'organisation de ces journées d'études qui me donnent l'occasion de communiquer sur le kimbanguisme et la revendication de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Au XIXe siècle, alors que la science tentait de s'émanciper de l'emprise religieuse, deux courants de pensée se sont affrontés dans la conception des origines de l'humanité. Le polygénisme postulait que plusieurs couples avaient donné lieu à plusieurs espèces humaines, tandis que le monogénisme soutenait la thèse d'un seul couple fondateur d'une seule espèce humaine. La position chrétienne s'inscrit dans cette théorie du monogénisme, en ce qu'elle professe la croyance dans le couple Adam et Ève comme ancêtre de l'humanité, qui est une espèce unique. À en croire les plus récentes découvertes archéologiques, les plus anciens fossiles d'hominidés datant de plus de 3 millions d'années ont été découverts en Afrique. On peut donc émettre l'hypothèse selon laquelle si l'Afrique a vu naître le premier homme, il est aussi logique de postuler que l'Afrique est le continent d'origine des ancêtres Adam et Ève dans l'hypothèse qu'ils aient réellement existé. Mais la christianisation de l'Afrique, après le partage de ce continent en 1885, s'accommodera de l'ordre colonial et les idéologies providentialistes participent à la hiérarchisation des races et notamment à la domination des Africains. Pour confronter cette domination, on le sait, le mythe biblique de la malédiction de Cam a été érigé en fondement idéologique et juridique de la colonisabilité des Noirs. Au Congo belge, des réactions et insatisfaction sociale s'expriment à travers une révolution prophétique suscitée par l'un d'eux, Simon Kimbangu. Ce dernier, réagissant à la situation coloniale et se présentant comme un émissaire de Jésus, va mener une lutte contre l'ordre colonial. Ce mouvement social de guérison et de prédication que l'africaniste Georges Balondier qualifia de politico-religieux et que d'autres chercheurs comme Marie-Louise Martin, Marcel Sinda ont qualifié de nationalisme congolais ou de prophétisme congolais. Pour restituer brièvement l'histoire, c'est que Simon Kimbangu entendait la voix de Christ Jésus qui lui intimait l'ordre de convertir ses compatriotes, ce qu'il ne comprenait pas puisqu'il y avait déjà des missionnaires, des pasteurs
qui faisait ce job, pourquoi Jésus va lui demander de convertir ses compatriotes. Il résiste à l'appel de Jésus, donc en refusant jusqu'à céder à cet appel, en faisant miraculeusement une guérison d'une femme qui était agonisante. Et de cette guérison miraculeuse, ça va susciter donc des réactions de deux manières. D'abord, des réactions de ses compatriotes. Donc, ça va attirer des foules à lui qui viennent du Congo-Brazzaville, de l'Angola, pour obtenir de lui la guérison, mais aussi la prédication, puisqu'il Kimbangu prêche. Il était catéchiste avant, hein, il était catéchiste de l'église baptiste. Et donc, en dirigeant, en menant ce mouvement social, ça va donc, en second lieu, susciter la réaction des missionnaires coloniaux, notamment des catholiques, qui ont réagi vivement à ce mouvement et jusqu'à demander à l'autorité coloniale belge de réagir. Donc, Kimbangu sera arrêté. Vous voyez là la photo où il est devant le magasin de la prison, puisqu'il a fait 30 ans d'emprisonnement. Il est mort en prison, arrêté en 1921. Il est mort en octobre 1951. Mais le mouvement n'est pas mort. Le mouvement se poursuit sous l'égide de sa femme, Mouidou Marie, dans la clandestinité, et jusqu'à devenir l'église kimbangiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le kimbangisme donc contemporain, c'est donc inscrit dans l'héritage du combat de Simon Kimbangu et dans le besoin d'apporter des réponses théologiques aux idéologies raciales du colonialisme, en particulier à la question noire. En dépit de la disparition de l'ordre colonial et de la cession à l'indépendance des pays africains, berceau du kimbangisme, c'est-à-dire la RDC, à l'époque Congo-Belge, le Congo-Brazzaville, à l'époque Congo-Français, et de l'Angola qui était sous la domination portugaise. L'église kimbangiste, sous l'égide, donc, après la mort de la femme de Simon Kimbangu et de ses 3 fils, puisqu'il a eu 3 enfants, qui de sexe masculin, vont élaborer une théologie noire de libération basée sur un constat global et critique de la situation noire, c'est-à-dire la situation minoritaire de Noirs à travers le monde. La question donc de savoir comment s'exprime cette théologie noire de libération chez les kimbangismes, comment les kimbangistes redéfinissent, ou la théologie kimbangiste redéfinit la question des origines de l'humanité. Ça, on va le voir avec la théologie qui a été élaborée par les 3 fils de Simon Kimbangu, notamment Joseph Diagenda Soudaïnis. D'abord, de la position minoritaire, donc la situation d'oppression des Noirs, et les kimbangistes vont en faire une force en mettant en place une recomposition identitaire qui s'affirme de 3 façons. D'abord, sur la base de la revendication de l'antériorité noire, c'est-à-dire ici, on considère les Adam et Ève comme étant noirs et créés par la Trinité divine, et la Trinité qui est ici représentée par les personnes ici qui sont aussi noires, qui sont les 3 fils de Simon Kimbangu. Donc, pour dire que finalement, Adam était noir et créé à l'image de ses créateurs.
Donc, ce sujet, le dernier fait de Simon Kimbangu, je sais le dernier là, qui est considéré quand même au sein de l'Église kimbanguiste comme étant l'incarnation de son propre Père, qui lui-même est considéré comme étant l'incarnation de Dieu, du Saint-Esprit, et a quand même tenu des propos osés aux yeux des non-avertis, puisqu'il dit, quand Dieu créa l'homme Adam, je fus présent. Et lorsque vous voyez la couleur et plutôt la taille d'Adam, il pouvait dépasser un immeuble de 4 étages. Donc là, on n'est pas dans les considérations du récit d'Adam comme étant un mythe, mais bien au contraire, ce récit trouve toute sa signification dans une dimension territoriale de l'identité kimbanguiste qui se repose sur un triptyque territorial. Déjà, là, bon, j'ai laissé le... C'est un chant qui est en lingala et que j'avais transcrit en anglais lors d'une communication, donc je n'ai pas eu le temps de le remettre en français, donc tout le monde peut comprendre. Et qui dit le même Dieu, puisque chez les kimbanguistes, il y a ce qu'on appelle les chants inspirés, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent des messages spirituels venant de l'au-delà, donc le message qui peut être donné par des anges, par un rêve ou de façon éveillée, par une claire audience, et reçoivent des messages qui sont chantés sous forme de chants. Et puis après, ces messages ils sont chantés par la chorale, c'est finalement ces chants qui participent à la recomposition identitaire kimbanguiste. Donc vous voyez comment les chants, là c'est Dieu lui-même qui parle à la première personne, et donc les trois personnes en Dieu qui sont en train de dire que nous avons créé l'homme à notre image et qu'ils mettent en garde contre les personnes qui sont tentées à l'idée de blanchir la peau puisque la couleur noire est précieuse à leurs yeux. Donc, je ne veux pas faire un dessin sur les femmes et les hommes aussi hein, qui blanchissent souvent la peau avec des produits. Alors, je disais que l'Afrique, l'identité kimbanguiste s'était reposée sur un triptyque territorial, c'est-à-dire l'Afrique d'abord est perçue comme la mère patrie, donc le berceau de l'humanité même. Et ensuite, les trois pays qui sont les berceaux du kimbanguisme, le Congo, les deux Congos et puis l'Angola, et qui sont perçus comme les jalons du monde. Et finalement, Nkamba, qui est, bon, ça vous avez les mains de Joseph Diengenda, justement, qui, pour celui qui est l'incarnation de son propre père dans l'optique kimbanguiste. Donc là, je parlais donc de Nkamba, selon les kimbanguistes, qui est le lieu même où Dieu a pris la poussière du sol pour façonner l'homme. Donc, on voit bien que dans cette logique, Nkamba remplace ici le paradis terrestre tel ou le jardin d'Éden tel qu'on nous le décrit dans la Bible. Il y a une transposition de l'histoire carrément de la Genèse qui s'est passée au Congo. Donc, ce n'est pas dans le Moyen-Orient comme on le sait. Alors, en second lieu, la relecture kimbanguiste des idéologies providentialistes qui ont prôné la malédiction des Noirs à travers le mythe biblique de la malédiction de Cam n'écarte pas pour autant l'image négative ou la dimension négative de l'identité noire. Si les idéologies providentialistes ont évoqué
le noir comme étant maudit. Dans l'optique kimbangiste, il remonte au fait, tel que je le montre là sur le PowerPoint, il remonte l'histoire à Adam lui-même. Donc, ils disent que la malédiction des Noirs ne date pas à Adam. Ils ne rejettent pas l'hypothèse ou l'idée que les Noirs sont maudits, mais ils remontent cette malédiction à Adam et Ève eux-mêmes, puisqu'ils disent que c'est le péché originel qui a causé, qui a précipité l'humanité dans un précipice origine de tous les maux. Donc, finalement, si le sol a été maudit à cause d'Adam et Ève, donc cette malédiction a encore un poids lourd sur les Noirs. Et une malédiction qui s'exprime par le fait que les Noirs seraient donc incapables d'avoir des inventions propres à eux, donc les Noirs seraient incapables d'inventer. Et les Noirs, une manifestation qui se manifeste aussi par l'oppression, et le fait que le Noir est toujours sous l'oppression de l'autre dominant qui est ici le blanc, et aussi par le fait qu'il y a souvent la sorcellerie, puisque selon dans l'optique kimbangiste, le péché originel, c'était de la sorcellerie, hein, que Ève a reçu de Lucifer et de Satan, et finalement, elle a transmise à son époux Adam. Alors, dans cette recomposition identitaire, les kimbangistes définissent aussi la place du blanc, puisque c'est ici une relecture de la Bible. Et le blanc, et c'est comme la nation d'islam, il serait comment ça s'appelle, issu de Jacob. Jacob, dans l'histoire de Jacob et Ésaü, donc le blanc, le premier blanc au monde serait donc Jacob et Ésaü serait noir. Donc Jacob, on connaît l'histoire, qui avait usurpé la bénédiction paternelle et le droit d'aînesse d'Ésaü. Donc ils disent que finalement la bénédiction des blancs vient donc de cette histoire de Jacob. Si Jacob a été béni par son père et par Dieu, c'est justement ce qui, comment dire, qui se manifeste, cette bénédiction se manifeste par le fait que, bon, les Blancs, ils dominent le monde tout simplement. C'est eux qui font des inventions. Et bon, c'est une vision c'est ce qui va quand même un peu frustrer des afrocentristes qui, au contraire, pensent que les Noirs sont à la base de toutes les inventions scientifiques. Et enfin, l'image de blanc chez les kimbangistes, c'est aussi l'image d'un blanc divorcé de Dieu. Donc, le blanc qui rejette Dieu, donc, finalement qui s'éloigne de ce Dieu. Donc, c'est de cette image de divorce avec Dieu que va naître cette identité finalement positive des kimbangistes. Une identité positive qui a été prophétisé par Kimbangu lui-même, puisque depuis 1921, Kimbangu avait fait une prophétie sur la construction d'un temple en Kamba, un temple de 37 000 places assises, donc, et que la construction de ce temple sera le signe de la libération de l'homme noir, de la malédiction noire. Donc là, on voit quand même en 1921, le temple n'a été inauguré que 30 ans après, non, même pas 30 ans après, c'est quoi, en 1981. Donc ça fait, vous pouvez faire des calculs depuis la prophétie jusqu'à la construction du temple. Et là, on a aussi l'intérieur du temple, et comment vous pouvez le voir. Alors, dans cet aspect positif de l'identité noire, il y a aussi le fait que le blanc, finalement, adhère au message kimbangiste. Donc, il y a une adhésion blanche de la musique, comment dire, à la musique kimbangiste. Là, on a une savante physicienne américaine qui ici, vous voyez, comme elle est en train de prier devant le portrait de Simon Kimbangu. C'était à l'occasion
d'une conférence sur l'énergie nucléaire qui a été organisée à Kinshasa. Et bon, elle était venue et puis finalement, elle aurait vécu une expérience mystique, d'où son comportement devant le portrait de Simon Kimbangu. Et bon, j'ai essayé de la contacter puisqu'elle a encore en vie. Elle habite en Californie, mais elle est très, comment dire, rien qu'au souvenir d'évoquer ça, il y a beaucoup d'émotions et elle refuse de donner une interview. Donc, je n'ai pas réussi vraiment à la faire parler. Alors, on va citer la conclusion. Et là, pour conclure, on va dire que être Kimbongi, c'est d'abord croire en l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. Et c'est aussi croire à l'oppression noire qui serait issue de la malédiction. Et c'est encore croire en Simon Kimbangu, qui est lui-même le remède, celui qui va sortir l'homme noir de cette oppression et de la malédiction divine qui pèse sur lui. Donc, si il y a des fissions, et là, pour en savoir plus, vous savez, mes 3 livres qui sont là, dont le dernier a été publié aux États-Unis à Penn State University Press. Bon.